Salut tout le monde. Avant de vous laisser avec le film, je voulais vous dire quelques mots. Ce documentaire, je l'ai tourné pendant 10 ans. 10 ans, c'est un tiers de ma vie, durant lequel j'ai filmé une poignée de personnes à peine qui utilisent une technique d'animation presque oubliée, l'écran d'épingle. C'est une invention incroyable, l'ancêtre du pixel, né dans les années 30, signé Alexandre Alexeïev et Claire Parker. Leur idée, faire bouger des ombres et des lumières sur une surface pleine de milliers d'épingles pour faire des films. Le rendu est hypnotisant, l'écran invite l'artiste à révéler ce qui se cache au plus profond de lui, le souvenir, le cauchemar, l'inconscient. Mais c'est aussi une technique exigeante, capricieuse, lente, douloureuse même parfois. Et pourtant, certaines et certains continuent envers et contre tout à l'utiliser aujourd'hui. Alors je suis allé les voir et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi dans un monde qui va si vite s'infliger ça? Pourquoi l'écran d'épingle? La première chose que je vous demanderai de faire, c'est d'oublier qu'il s'agit d'épingles. Alexandre Alexeïev et Claire Parker animent des images sur un écran d'épingles. Sur l'écran, il y a côte à côte plus d'1 million d'épingles. On peut faire beaucoup de choses avec des épingles. Conçu par un peintre parisien, Alexandre Alexeïev, le procédé vaut d'être dévoilé. Les épingles font saillie d'un côté de l'écran. Si on en enfonce une, sous un éclairage particulier, elle fait naître, en ressortant de l'autre côté, une tache sombre. En en enfonçant plusieurs, on obtient d'un côté une figure claire, de l'autre une figure sombre identique. Première opération. Au verso, Madame Alexeïev, au moyen d'un rouleau, enfonce les épingles. Au recto, simultanément, apparaît donc une bande uniformément sombre. C'est sur cette bande qu'Alexeïev va travailler en enfonçant certaines épingles. Le tableau est ensuite animé. Claire Parker a pris une image du tableau. Alexeïev le modifie légèrement en repoussant certaines épingles et en faisant ressortir d'autres. Expose. Claire Parker prend une autre photo et ainsi de suite. Expose. Alexeïev, il est russe d'origine, donc il fuit la Russie pendant la guerre. Il arrive un jour à Marseille, monte à Paris et devient en fait graveur autodidacte parce que de toute façon c'était quelqu'un qui avait une formation quand même artistique, savait dessiner. Au bout de 5 ans, il essaye tout simplement de transposer la gravure qu'il fait pour les livres au cinéma. Alors moi, je suis Sophie Le Tétour. Je travaille à la direction du patrimoine cinématographique du CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Et je m'occupe de la valorisation des collections qui sont conservées par le CNC. Jean-Baptiste Garnereau, CNC, direction du patrimoine, exactement l'intitulé de poste de Sophie. Nous sommes jumeaux. Alexeïev a souhaité qu'à sa mort, l'ensemble de son studio, ses accessoires, ses écrans d'épingle, reviendraient à l'État. On s'est dit là, il ne faut pas laisser ça, c'est pas possible. Il va falloir qu'on prenne en charge cette collection. Hop, surprise, surprise. Hop. Déposé au nom de Claire Parker. On a le fameux brevet ici. Qui est bizarrement déposé en 1934.
on n'en a pas avant. Il y a tout le descriptif. Et puis en fait, après, on a donc... Le principe de l'écran d'épingle. Vous voyez, voilà les épingles qui coulissent. Le principe de la quinconce. Et des ombres portées. Une trame de points formant une image. Aujourd'hui, ce sont des pixels. Alexeyev et Gary Parker n'ont pas inventé le pixel, mais indirectement cette invention, et moi j'en suis convaincu, est l'ancêtre du pixel. Le premier écran qui a été fabriqué par Alexeyev et Parker l'a été en 1932 pour la réalisation du Nuit sur le Mont Chauve. Dans ce carton, on a tout ce qui concerne le film La Nuit sur le Mont Chauve, avec des contrats, les comptes, la correspondance. C'est toute la vie du film. Il faut voir aussi qu'à l'époque à laquelle est sortie La Nuit sur le Mont Chauve, les films d'animation qu'on voyait dans les cinémas, c'était Mickey Mouse, c'était de l'animation qui était pour la jeunesse ou d'ordre comique. Là, on est vraiment, et pas que dans l'animation, mais dans un cinéma d'avant-garde. C'est pas de l'entertainment, c'est du film de spectacle, comme il l'appelle, avec quelque chose que vous n'aurez jamais vu nulle part ailleurs. C'est vraiment des ovnis. Dans les courriers qu'on a dans le fond, ils disent mais c'est génial, si vous en faites un tous les 6 mois, votre fortune est assurée, alors qu'il y a 18 mois de travail pour 8 minutes. C'est quelque chose qui est, c'est vraiment là, un point de vue artistique, une prise de risque qui est énorme, aussi bien en termes de mise en scène que de technique. C'est à contre-courant. Ouais. Voilà, alors ça, ce sont les instruments de torture d'Alexeyev et Parker. Donc au départ, ce sont des rouleaux de tapissier, en fait. Ils ont texturé les surfaces pour pouvoir effectivement faire toutes sortes d'empreintes, diverses et variées, en fonction de leurs besoins. Ils sont obligés de créer tous leurs outils, tous leurs instruments pour pouvoir travailler sur l'écran d'épingle. La première rédaction du Nuit sur le Mont Chauve, datée de 1931. Nuages, ivrogne blanc, éclair, homme blanc, éclair, éclairant. L'endroit où était le bonhomme, il n'y a personne. 2 fois sorcière, 2 taches claires courent dans les champs. 2 troupeaux de loups noirs, cheval, personne. C'est très abstrait en fait. Voyons. C'est mauvais. Claire, tu corrigeras d'ici à là, les faces, de l'autre côté. All right. Ok. Non, cette fois-ci, c'est vraiment pas mal. Cette fois-ci, c'était vraiment pas mal. Donne-moi du noir. Enlève-moi ce trait blanc autour, veux-tu? C'est bon, vraiment.
C'est chouette. N'est-ce pas que c'est chouette? Ça, c'est chez eux, 36 avenue Jean Moulin, dans leur allée. Et Je la trouve très symbolique, cette photo, avec toujours Claire derrière. Comme elle est derrière l'écran, comme elle est derrière, mais elle est toujours là. Et puis discrète derrière la personnalité aussi d'Alexeïev. Claire Parker n'était pas invisible au début, elle avait son nom qui était au générique de tous les films de spectacle. Elle est quand même présente, dans la presse au tout départ elle est présente, elle disparaît petit à petit, comme elle disparaît derrière l'écran d'épingle. Est-ce que c'est aussi face à la personnalité un petit peu imposante d'Alexeïev? Est-ce que c'est une question de machisme ambiant aussi de l'époque? Parce que des femmes qui faisaient de l'animation, il n'y en avait pas beaucoup. Elle était vraiment voilà, la technicienne aussi du couple. On sait qu'elle a réalisé certains films publicitaires qui ne sont pas à son nom, qui sont au nom d'Alexeïev. Là, c'est vraiment intéressant, justement, de par ces archives, de redécouvrir tout ça et de remettre Claire Parker à la place où elle devait être. S'il vous plaît, une épingle, n'essayez pas de la redresser, enlevez-la tout simplement. Nous avons plein d'épingles et vous n'avez qu'à chercher dans la boîte et les remettre dans l'écran. Au final, on a du mal à définir les rôles de chacun dans la construction des films. Et c'est une espèce de monstre à deux têtes. On a souvent retrouvé dans des courriers de Claire Alocha Claire, en un seul mot. C'est comme ça qu'on les appelait. Du coup, c'est une espèce de fusion à la fois intime et professionnelle dont on a du mal à démêler en fait l'apport de chacun. Le fait est qu'Alexeïev n'a plus fait de film après la mort de Claire. Ce qui explique que peu de gens font des films sur écran d'épingle, c'est qu'il y a peu d'écrans d'épingle. Jusqu'à présent, il n'y en avait qu'un. Un seul écran d'épingle au monde, avec une seule personne à la fois qui peut y travailler. Autant Alexeïev a eu très peur de se faire voler son invention de son vivant, autant heureusement que l'ONF a acheté un écran d'épingle pour continuer de le faire vivre dans le présent. Tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Mon nom est Michel Lemieux, je travaille en cinéma d'animation. Je travaille sur un instrument ancien qui est l'écran d'épingle Alexeïev Parker, construit donc par Alexandre Alexeïev et Claire Parker. L'arrachage de poussière, c'est une très bonne antidote contre la peur. Quand on se met à travailler et qu'on a un peu peur de commencer, alors j'enlève la poussière jusqu'à ce que j'en ai plein le dos d'arracher de la poussière. Et là, je commence. Voilà. J'ai mes outils dont je me sers tout le temps. Par exemple, ici, les petits galets de verre que j'utilise un devant et l'autre derrière, le même type d'effet. C'est un morceau de jade qui est très doux. C'est intéressant de voir comment la matière influe aussi. Le jade, il a une douceur qui marche vraiment bien sans abîmer l'écran. Parce que la base, c'est toujours ça, il ne faut pas abîmer l'écran. Ici, j'ai tout ce qui me permet de faire les lignes. Si je veux faire des rayures, ben là, j'ai mon kit à rayures.
petit motif ici. C'est tout des bricoles que je trouve par terre, en général. C'est vraiment un principe où on appuie et on crée tout de suite la forme avec la forme. Ce qui est contraignant, c'est qu'il faut avoir la forme. Si je n'ai pas la forme, il faut que je change d'idée, il faut que j'aille ailleurs. La collection d'outils, ça devient une traque parce que c'est intimement lié au travail qu'on est en train de faire. Et ça, c'est une chose que j'aime beaucoup de l'écran d'épingle, c'est qu'il n'y a pas que moi, on est deux. Il pèse 60 kilos et je l'ai toujours devant moi, tout le temps. Il pèse beaucoup plus que moi dans la balance. On ne peut pas revenir en arrière jamais. Chaque image qui est faite, elle est faite. On ne peut pas la recorriger par après. Les corrections informatiques, elles sont inopérantes à cause des 240 000 épingles. Moi, si je suis distraite, si je suis en train de faire un plan d'animation et j'ai terminé un dessin, puis je réponds au téléphone, et après, en raccrochant, je pense que j'ai fait ma capture, mais je ne l'ai pas faite, et que je retravaille sur ce dessin-là, j'ai non seulement perdu le dessin d'avant, mais j'ai perdu tout le plan. Et si je suis dans des plans raccords, je peux avoir perdu 3 mois de travail pour une bêtise. Donc, je suis obligée d'être concentrée à cause du fait que je ne décide pas tout à l'avance. L'écran, il nous met continuellement dans un pétrin. On veut faire une chose, mais finalement, ce n'est pas ce qu'on voulait faire qui arrive. Donc, comment réagir? Il faut vivre avec ses erreurs, il faut les accepter. Et non seulement il faut vivre avec et les accepter, mais il faut réussir à en faire quelque chose de bien. On est dans mon atelier ici. J'ai la chance d'avoir cet espace de tranquillité. Et puis ben, ici, j'ai ma table pour dessiner, pour réfléchir, pour rêver. Et puis mon matériel. Je les connais tous personnellement. J'ai tous un rapport particulier. C'est très étrange comme on développe un rapport avec des pinceaux, y compris avec des pinceaux qui ne sont pas à nous. Comme ça, c'était des pinceaux de ma mère. Voilà, tout est prêt à être utilisé. C'est pas qu'un atelier d'écran d'épingle, c'est un atelier de réflexion et de travail artistique. Jacques Drouin, qui est un cinéaste québécois, a hérité de l'écran, celui qui a été acquis donc par l'Office national du film du Canada dans les années 70. Il a travaillé pendant 35 ans sur l'écran d'épingle de Montréal. Alors Jacques, je l'ai connu à l'ONF. J'allais le visiter dans son studio. Là, il y avait son plateau à lui. Évidemment, comme tout le monde, j'avais peur. Je ne voulais pas m'en approcher de l'écran d'épingle. Je ne pouvais pas y toucher parce qu'il était en tournage. En plus, c'était en 35 mm. Bref, je l'ai toujours vu de loin. Plus tard, pas si longtemps après, Jacques, je le vois dans le corridor, on se parle et il me dit « Là, je suis en train de réfléchir à une passation de l'écran d'épingle. Est-ce que tu as en tête des gens qui pourraient être intéressants et intéressés à travailler sur l'écran d'épingle? » Et là, je me suis entendue dire « Oui, moi. » Ça m'est sorti comme ça. Il a dit « Bon, d'accord, j'en prends note et tout. » Et ça a été un coup de foudre. J'ai adoré, j'ai tout aimé de l'écran d'épingle. Et j'ai passé donc du temps avec Jacques. Alors, il est venu et il m'a montré comment entretenir l'écran, comment le nettoyer. Ça nous a pris à peu près 3 jours, où on était assis côte à côte. Et c'est des mouvements répétitifs. Il faut passer sur toutes les épingles, mettre de la vaseline, faire entrer, sortir, entrer, sortir. Dans ces 3 jours-là, Jacques, il m'a raconté, comme dans Les Mille et une nuits, il m'a raconté l'histoire des écrans d'épingle. Et sa passation, la réelle, ça a été ça, de me raconter cet objet-là, de me raconter tout ce qu'il savait sur les inventeurs, de me passer tout ce qu'il portait en lui. Et donc, cette histoire-là m'a fait comprendre ce que j'avais entre les mains. Ça, c'est ma position de travail. Hein. Je passe des années avec un chemin direct entre la chambre noire de la caméra, mon cerveau, et ça va vers l'écran d'épingle et ça revient. C'est comme, je le sens toujours, la caméra derrière ma tête. Donc ça, c'est le grand tailleur et le petit ici. Et ça, c'est le tableau.
J'y dessine vraiment beaucoup de choses, j'ai réfléchi, ça m'est extrêmement utile, mais je les regarde assez peu après quand je travaille. Dans les premiers, c'est vraiment plus du flottement. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de choses, mais il y a un moment où est-ce que le film commence à apparaître. La rencontre, par hasard, de plusieurs idées est toujours intéressante. Je trouve que le hasard et l'accident, c'est nos meilleurs alliés. Quand on travaille, on ne contrôle rien. De faire des esquisses et suivre les esquisses, de faire un scénario précis qu'on suivrait, il y a un côté très, très fastidieux. Je me prépare très bien avant, je sais de quoi je veux parler, j'ai exploré plein de choses, j'ai fait plein de dessins, mais en réalité, ça se passe ici, maintenant, au moment où je dessine, avec toutes les surprises que ça implique. Mais pour moi, la façon d'aborder le travail, c'est de savoir où je veux aller, plus ou moins, mais de ne pas savoir comment je m'y rendrai. Il y a quelque chose de tellement riche dans le fait que ça permet ça, que je n'aurais pas envie de tout contrôler et d'essayer de tout contrôler. Si ça me permet ça, c'est à ça que je veux jouer. En 81 et 82, Alexeïev et Claire Parker décèdent. Il n'y a eu aucune passation du moins d'héritage artistique en France, contrairement à ce qu'il y a pu avoir au Canada. Effectivement, en 2006, se pose quand même cette question de la conservation à long terme. Et donc, Jacques, dans le cadre du nettoyage et de la restauration des écrans, va vraiment sauver cet écran. Je récupère une caméra DV et puis je vais passer en fait mes heures de déjeuner avec Jacques. On est le 1er mars. 2007. Donc tu as commencé lundi? J'ai commencé lundi. Je suis déjà à ma 3e journée simplement pour restaurer le cadre. Le film, lorsqu'ils font les illustrations de Dr. Zhivago, on voit, par exemple, il y a une toile pour protéger. Je pense avoir retrouvé la toile. Et peut-être qu'on pourra l'installer à nouveau. Je ne sais pas trop. Ici, là. Effectivement, ce serait même... Jacques, il a changé 800 épingles et tubes sur cet instrument. Ça a permis de remettre en activité un deuxième écran d'épingles dans le monde, celui du CNC en France. Et il a fallu alors former des artistes pour l'utiliser. Donc on a fait un appel à candidature à l'issue duquel on a retenu 8 cinéastes triés sur le volet. C'est un instrument ancien, mais dites-vous, c'est comme avoir un Stradivarius dans les mains. On ne s'offense pas des égratignures qu'il y aurait peut-être. Au contraire, on fait avec. Donc, il y aura ses petites particularités. Celui de Montréal avait ses particularités aussi. D'ailleurs, oui, 9 heures. On va peut-être... Messieurs, dames, si vous voulez bien me suivre. C'est trop tard, vous pouvez reculer. Vous pourrez vous approcher, mais une chose à savoir, il y a des gaffes qu'on ne peut faire qu'une fois, parce qu'une fois qu'on l'a fait, l'écran, il est fichu. Par exemple, l'eau, c'est fatal, parce qu'avec l'eau, il y a la rouille et il y a tous les soucis qui vont avec. Ceci dit, une fois que je vous aurai fait toutes les mises en garde, il y a toute la panoplie des plaisirs que je vais vous énumérer, puis vous allez les trouver aussi vous-même. Tiens, même Jean-Baptiste, on pourra étrenner ton... Ah oui, c'est la poussière. Donc, on va regarder d'abord la face devant, puis on regardera l'arrière.
Alors ça, c'est vrai, non, mais... Ah oui, mais... Ça bouge un peu. Et ce que vous voyez, finalement, le côté un peu raboteux, donc c'est les 270 000 tubes qui sont montés les uns à côté des autres, sans colle, sans rien, c'est que la pression de l'écran. On a ici des vis de pression. Attends, ils sont de quel côté? Ils sont là. Cet écran-ci a été fait différemment de celui de Montréal. Celui de Montréal, il est un peu moins large. Donc, nous, on a exactement 4/3, alors qu'ici, on a un peu plus large. L'écran, on le lubrifie régulièrement, non pas pour que les épingles glissent mieux, mais plutôt pour qu'elles glissent moins bien, pour qu'il y ait plus de résistance. Il faut considérer que votre première fonction, quand vous travaillez sur l'écran d'épingle, c'est que vous en êtes le conservateur. Et vous êtes là pour veiller aussi à la survie de l'écran. Donc, tout ce que vous faites doit être fait en fonction de l'objet, en fonction de l'instrument, et pour que ce soit bon pour l'instrument. Et même si vous avez l'idée la plus géniale au monde qui vous ferait gagner tous les Oscars et toutes les Palmes d'Or, si ça doit abîmer l'écran, il ne faut pas le faire. Pour tout de suite, j'en dirai pas plus parce que je suis sûre que vous avez très hâte de déballer vos outils et de les planter dedans. Ça, c'est bon. Vous avez reconnu Alexeïev là-dedans. Ça, j'ai peur à la peinture. OK? On va l'enlever. On l'enlève. C'est passé à qui? L'argent qui est dessus, c'est sûrement peint. Donc, on va le mettre là. OK. Ça fait un carré. Ça, oui, ça fait un carré, mais je préférais qu'on le vide. Je ne suis pas très sûre, parce que vous avez éliminé déjà. Donc, ah oui, c'est vrai, on n'avait pas fini ici. Les ampoules, je peux les garder? Oui, tu peux les garder. Tu regarderas. À un moment donné, on pourra... ça, regarde, ça va s'effriter. Dans le coin. Puis tu vas trouver autre chose qui va faire pareil. Ça aussi, ça ne donnera pas grand-chose. Ça, il est sale, il est soigné. Je peux le nettoyer? Oui, tu nettoieras. Bon courage à tous. Mes premières impressions sur l'écran d'épingle sont très bonnes, les possibilités sont infinies. C'est un peu un mythe, cet écran d'épingle. Se retrouver face à l'écran, au début ça m'a fait un peu peur parce que je me suis retrouvée avec une boule blanche à devoir en faire quelque chose. Et la première demi-heure a été très difficile, beaucoup de résistance de la part de l'objet. Aucun des outils que je prenais en main ne réagissait comme je voulais, donc même presque un sentiment de panique. On se dit merde, ça fait 7 ans que j'attends et en fait un peu la crainte de ne pas réussir à produire des images avec cet instrument. En tout cas, il ne faut pas y aller avec une idée trop préconçue. Ça, Michel nous a beaucoup mis en garde là-dessus. Je confirme que c'est compliqué de réaliser exactement ce qu'on a en tête. Ouais, ça dirige nos traits et du coup ça fait que ça nous aide à inventer le mouvement d'une certaine façon. Et on ne peut pas non plus trop anticiper les choses, du coup c'est hyper intéressant comme procédé créatif, quoi. Enfin, c'est hyper inventif, c'est hyper agréable. C'est pas la main qui guide, c'est l'écran. Enfin, c'est très plaisant en fait, tout en étant résistant. Enfin, il y a un truc assez contradictoire. Moi, j'imaginais que c'était relativement facile, qu'il n'y avait pas cette résistance des épingles. On ne peut pas aller plus vite que ce que autorise l'instrument. Le contact de très près avec l'écran est génial. Voir toutes ces petites épingles, le volume que ça forme. C'est comme un écran d'ordinateur, il y a des pixels sauf qu'on peut les toucher. C'est surtout la conservation de l'objet qui fait peur. L'idée que ce soit un objet de valeur, un objet patrimonial, c'est inquiétant, quoi. L'écran d'épingle ne laisse pas faire ce qu'on a envie de faire. C'est un travail qui se fait avec lui, c'est un travail qui se fait à deux. C'est une présence, c'est quelqu'un à qui il faut prêter attention, il faut s'en occuper, il vous répond pas bien. On se rend compte qu'on parle de lui comme d'une personne. Il y a vraiment quelque chose autour de cet objet qui renvoie à notre sorte de reflet. Je ne suis pas seule quand je fais le travail. J'ai aussi ce rapport-là qui se fait avec l'écran, qui a une forte personnalité. Il faut percer ses secrets et il faut trouver une façon de travailler. Bien sûr, c'est extrêmement intimidant, extrêmement.
parce qu'il y a l'aura, mais il y a la mémoire aussi. Si je parle de l'écran de Montréal, il contient toutes les images que Alexeïev y a fait, toutes celles que Jacques Drouin y a fait. Je suis là. Ah, Jacques! T'es là! Salut! Bon, alors, je vous présente Jacques Drouin, ici. Jacques, on est tous ici. OK. Comment je vais faire pour retenir tout le monde? Regarde. Ah, bon, OK, voilà. L'épinette. L'épinette! Et comment va l'épinette? Il n'y a personne qui est important. L'épinette. Écoute, c'est incroyable. Toute cette histoire de tubes qui sortent, là, qui nous inquiétait beaucoup, ils sortent plus. Ils sortent plus. Ici, regarde. Regarde. Oh, les objets que tout le monde a apportés. Oui. On en a acheté à peu près les 2/3, mais quand même, regarde, il y a des trucs... hein? Il y a de quoi s'amuser. Non, mais regarde. Hein? Salut. Bonjour, Jacques. Salut. Ben, écoute, si l'écran ça a l'air à bien fonctionner, ça dépend un peu de toi aussi. On y arrive, Jacques, on y arrive. Ça fait juste 5 ans, mais on y arrive. Tu vois, et on n'était pas trop de 4. À savoir toi, Michel, Sophie et moi pour y arriver, quoi. Oui, et Sophie et Jean-Baptiste ont changé 80 tubes avant de venir. Bon, ben écoute. On continue demain. Puis on va faire un petit film avec tout ça, là, qu'on va regarder, comme avec toi il y a 10 ans. Ben écoute, je vous souhaite de vous amuser. Du courage aussi. C'est peut-être pas toujours facile, mais j'espère que chacun va trouver dans l'instrument quelque chose qui correspond un peu à sa personnalité. Je pense que chacun va faire. J'espère que vous allez découvrir des qualités insoupçonnées à l'écran. C'est ce que j'attends de vous. Alors, je vous souhaite bonne chance et ça m'impressionne beaucoup de vous voir. Ça me fait très plaisir de voir que... je pense qu'Alexeïev doit écouter quelque part aussi. Il n'a pas besoin de Skype. On est tout émus. On est tout émus. Moi aussi. Bon, ben, je vous embrasse tous. Salut, on t'embrasse. Bon voyage, hein? À bientôt. Bonjour à Suzanne. Est-ce qu'on est... Oh là là, on a l'impression d'être à Cannes. Suite à cet atelier, on a tous eu un mois de résidence, complètement libre, seul avec l'écran d'épingle dans les locaux du CNC Archives à Bois d'Arcy. Et en fait, c'est à cet endroit-là que tu te dis véritablement « Ok, il y a la matière pour faire un film » ou « Oui, je me sens de m'embarquer dans un film avec l'écran d'épingle ». Plus qu'un coup de cœur pour une matière, il y a un film qui se dégage, il y a une thématique, j'en ressors chargé de sensations qui peuvent être le terreau d'un film. Donc c'est à ce moment-là que ça se noue. Et du coup, j'étais la première à avoir cette résidence et je pense que ça explique pourquoi j'étais la première à faire un film, c'est-à-dire que j'ai enclenché le processus très très rapidement. Salut. Ça te va l'installation comme ça? Oui, nickel. On peut s'asseoir, on peut... Ouais. Ça va être bien dimanche soir. Ouais. Il est beau. Putain, c'est beau.
Je m'appelle Jacques Drouin, je suis réalisateur de films d'animation et je suis un peu identifié à la technique de l'écran d'épingle puisque j'ai fait pendant près de 25 ans des films avec cette technique. Il y a de la visite. Il était capable toujours de reconnaître le talent chez les autres. Il était drôle, il était rigolo. Ça a été sa vie. Ça a été la plus grande et une des plus belles parties de sa vie, d'écran d'épingle. Et je pense que le défi de faire renaître l'écran d'épingle, c'était son plus grand défi. Si vous connaissez l'œuvre de Jacques et vous connaissez le paysagiste et vous connaissez le paysage des paysagistes, son décès subit, c'est vraiment... Il avait scénarisé ça parce que ça s'est passé dans un lieu exactement identique. Quand Jacques m'a passé l'écran, je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est quoi cette petite tache rose? Alors, il est devenu lui-même tout rouge, tout rose. Et là, il m'a avoué ce qui s'était passé. Il installait des acétates. On a pris 2 qui l'a fait se superposer. Et bien, ça a bavé. Ça a donné cette petite tache rose au milieu de l'écran. Et moi, je l'ai adopté tout de suite. Pour moi, c'est une présence de Jacques. Il est là, dans l'écran. On a décidé qu'on ne l'enlevait pas. C'est aussi dans la volonté de ne pas toujours tout corriger, de ne pas tout contrôler, d'accepter les marques du temps, comme on les accepte dans tous les objets anciens, mais aussi de l'accepter comme une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire que je dois négocier toujours, OK, il y a ça, donc il faut que je sais que ça n'arrive pas au milieu, que ça n'arrive pas au milieu du visage. La perfection, c'est pas toujours le but, hein. Il y a d'autres buts qui sont plus importants. Et dans ce cas-ci, il y a la mémoire de Jacques qui s'est imprimée dans l'écran. Et ça me fait très plaisir. Même il faut que je m'habitue à dessiner avec des crayons. Maintenant, on est tous des passeurs de cet objet. Donc oui, je le passerai comme on avait fait avec Jacques. Je pense que le mot solitude est impossible à ne pas prononcer. C'est-à-dire que c'est effectivement une longue traversée. En solitaire, dans une chambre noire, avec un écran d'épingle. Je pense qu'il y avait de l'ordre du dépassement. C'est-à-dire qu'il m'a poussée dans des retranchements où je me suis surprise. En fait, il m'a imposé de lâcher prise et d'oser certains plans et d'oser certains mouvements dont je pense que je ne me pensais pas capable. Quelque chose que j'aime beaucoup dans l'écran d'épingle, juste si on veut le comparer à d'autres techniques, au sable en particulier, c'est sa résistance. Et une résistance vraiment juste plastique, c'est-à-dire que ça demande de l'énergie en fait, de repousser ces épingles. Et en fait, dans cet endroit de résistance, il t'interroge. Je sais pas, il interroge tes motivations, il interroge ce que tu veux faire, si tu veux vraiment le faire.
du point de vue de la fabrication, les contraintes physiques, les contraintes de cadrage, la contrainte du labeur et de la durée de fabrication, c'est tout ça qui fait que j'ai fait le film que j'ai fait. Cette contrainte justement du fait d'être droitière, de ne pas pouvoir accéder à toutes les parties de l'écran facilement, ça m'amenait à penser où allait être le mouvement. Définir le mouvement là où ça allait être accessible pour moi en termes de dessin. Au fur et à mesure, je me suis dit, bah tiens, c'est étonnant, il y a quelque chose de nostalgique, de très brut, des enfants, des corps. Et tout ça est né sur cet outil qui, lui aussi, porte beaucoup de nostalgie. Donc c'est pas pour rien aussi, je pense que j'ai fait un film sur l'enfance, la sortie de l'enfance. Moi, j'ai fini en mars dernier. Ouais. Du coup, ça fait 1 an, là. Ça fait 1 an. Moi, je sais que la première chose dont je me souviens après, c'est le vide. Moi, le soulagement. Tu sais, tu finis avec l'écran et tu recommences à dessiner et ça n'a pas de saveur. Et tu recommences à faire du feutre et ça n'a pas de saveur. Tu recommences à faire de la peinture. Enfin, moi, j'avais perdu toutes les saveurs avec toutes les autres techniques. Ouais, non, moi, c'est vrai que ça m'a pas du tout fait ça. Avant, j'avais quand même fait beaucoup de sable. Donc, ça fait 10 ans, tu vois, que j'étais avec des techniques noir-blanc. Et là, ça a été l'apothéose. Donc là, depuis 1 an, je suis plus en train d'expérimenter les choses à la couleur. Okay, au crayon de couleur, rupture complète. Et sur papier, en me disant que même je peux travailler en partie hors de l'obscurité, à la lumière naturelle. Donc j'ai l'impression de tout mettre en place aussi en contraste à ce que je veux plus revivre. Bah ça y est, mon corps va pouvoir se remettre d'aplomb. Je vais pouvoir retrouver une posture de vie naturelle, une hygiène de vie naturelle. Fini la 16. Fini la 16, fini le travail monacal dans l'Uminure, là, dans mon coin, tu vois. Et il y a beaucoup de choses où il était temps que je m'arrête, en fait. Il était vraiment temps. À un moment donné, je ne veux plus faire de films sur écran d'épingle. Ça devient aussi des raisons physiques. C'est très contraignant. C'est des gros projets, c'est lourd. Et j'ai toujours des petits rappels. Par exemple, j'ai un petit dessin qui est là, qui me rappelle, attention, tu peux te faire mal aux épaules, aux yeux. C'est difficile de laisser partir un jouet qu'on adore. Demande à n'importe quel enfant qui doit vendre ses Legos. C'est terrible. Mais un jour, je lui dis, mais Jacques, tu viens pas manger, écoute, le coucher de soleil viens donc, je l'attendais. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu faisais? Ah, il dit, j'étais en train de peindre un millier de cure-dents en noir. Il avait peint environ plus de 3000 petites cure-dents, 3000 cure-dents qu'il avait insérés dans un petit écran d'épingle qu'il avait fabriqué. Son but était d'attraper la lumière. C'était sur le bord du fleuve. Il voulait attraper avec cet écran-là la lumière. Il n'a pas eu le temps. Mais l'écran existe encore dans les archives de la Cinémathèque. Mon nom est Marco Deblois, je suis programmateur et conservateur du cinéma d'animation à la Cinémathèque québécoise. J'occupe ce poste depuis 1998, ce qui me permet d'être un observateur attentif de la scène de l'animation au Québec, au Canada, mais aussi à l'étranger. Jacques Drouin est décédé en 2021 et donc la compagne de Jacques, Suzanne, a légué à la Cinémathèque québécoise les archives de Jacques. Il y a ce très bel objet. C'est un artisan, un maître de l'écran d'épingle qui a décidé de fabriquer lui-même son propre écran. C'est un objet d'art qui est particulièrement intéressant. Les épingles, en fait, sont des cure-dents. Mais ce qui est aussi important de signaler, c'est que l'écran fonctionne et pourrait donc servir à faire un film. Et cet objet-là, c'est tout l'humour de Jacques. C'est un écran d'épingle, mais d'une certaine façon désacralisé. Jacques n'avait pas un rapport dramatique à la création. C'est tellement fascinant, un écran d'épingle, que souvent, l'écran d'épingle est le sujet d'un film tourné à l'écran d'épingle. C'est évident que les années de travail que nécessite la réalisation d'un film amènent les artistes à vivre une certaine forme de rapport intime et à subir les ensorcellements de l'écran d'épingle.
l'ingénieur français Alexandre Noyer construit d'autres écrans d'épingle, donc qui permet de démocratiser davantage la technique. Je suis informaticien et électronicien de formation. En 2015, j'ai décidé de refabriquer des écrans d'épingle. Maintenant, c'est la 9e année et j'en suis à mon 11e écran d'épingle. J'ai pas utilisé la technique d'Alexeïev qui mettait de la graisse dans les petits tubes pour faire le frein, enfin la résistance. Moi, j'ai utilisé une mousse comme ça, de type sous-couche de parquet, qui est placée entre deux cartes de l'écran et qui est traversée par les épingles au moment où on les met. Et c'est ça qui va faire la résistance pour pouvoir contrôler le mouvement. Jacques Drouin, donc quand j'ai réussi à faire mon premier écran d'épingle, j'ai pu le rencontrer. Il est venu me voir, il m'a pris les deux mains, il m'a dit « Bravo, vous êtes le premier depuis 40 ans à avoir refabriqué un écran d'épingle. » Et il m'a expliqué qu'en fait, tous les ans, des gens venaient le voir en disant « J'aimerais refabriquer un écran d'épingle » et il voyait les projets s'effondrer et personne n'arrivait à faire quelque chose. L'écran n'est pas complètement terminé. Là, on voit qu'il y a une partie où il n'y a pas d'épingle du tout. Cette zone-là, ça représente à peu près 25 000 épingles sur les 308 000 de l'écran, donc on est à moins de 10%. Et je pense qu'il faut encore 1 mois pour le terminer. Ouais, il faut bien qu'elle soit droite pour que ça rentre. Oui, en fait, tu passes des rouleaux, puis tu fais tout le long et tu scies tant que ça rentre. Donc tu le décales de 1 dans ce sens-là, et tu comptes 3. Et hop, tu as mis 100 épingles d'un coup. Enfin 56. Et après, ce qu'il faut faire, tu les écrases. Ouais, c'est pour ça. Mais en plus, l'autre fois, j'ai pris les fagots de Daniel et j'ai galéré. Donc, On a tendance à en mettre partout sur la table. Attends, je check. Nadia, tu veux quoi? Tu mets... Tiens. Non, mais j'en ai un. Juste pour montrer. Il est bon celui-là. En fait, quand on a fini une ligne et qu'on veut faire une autre ligne, il y a des lignes paires et impaires, c'est-à-dire qu'elles sont décalées comme ça. Donc on cherche la première ligne vide et on va pas se positionner, on a des petits guides pour mettre l'outil, on va pas se positionner directement là. Parce que l'outil, il est décalé par rapport à la dernière épingle. Il est un peu vers l'intérieur. Donc on va compter 1 vers la droite. Parce que ce à quoi on pense pas, c'est que ça fait du lien social. Parce que tu viens passer une soirée et tu rencontres plein de gens que tu connaissais pas avant. Et puis tu peux papoter, et puis tu lis des amitiés, et voilà. Et c'est l'écran d'épingle. Donc, Concept d'apéro épingle, c'est vrai, non mais ça carrément. fait ça aussi. Ça fait très con, mais c'est une aventure humaine, quoi. Je veux dire, pour les gens qui n'ont pas d'amis comme vous êtes heureux que j'organise ça, quoi. Il y en a qui viennent en coup. Ouais, il y en a qui supportent. Alors je te rappelle, Alex, qu'on se connaissait bien avant que tu fasses des Ouais, c'est vrai. Ça fait 9 ans qu'on fait des écrans. Ouais. Allez. Toi, t'as mis le temps de devenir accro. Moi, je suis vite devenue accro. C'est mon petit yoga. Ah, vas-y. Utiliser cet outil peut paraître un peu paradoxal. C'est vrai que tout pourrait être fait sur ordi, certainement. On pourrait peut-être avoir exactement le même rendu. Mais le chemin pour y arriver serait tellement différent. Le rapport physique à l'objet, à l'écran, il y a un truc vraiment physique qui est étonnant. On est obligé de l'embrasser un peu, que ce soit de la main droite, de la main gauche, selon où on travaille l'écran. De faire les choses avec ses mains permet aux mains de travailler seules. Il y a comme une intelligence de la main. Il y a des moments où j'ai l'impression que ma main dessine toute seule. Et elle se pose plus de questions, la main, et donc moi non plus, quoi. Et je sais ce que je dois faire pour arriver à l'image que je veux atteindre. Et ça, je pense que c'est guère plus explicable que ce quotidien, cette routine, jour après jour, de travailler avec le même objet, les mêmes petits outils. C'est un outil qui demande en fait une conscience, une certaine conscience corporelle, une posture pour pouvoir travailler longuement dessus. Il faut faire très attention à la manière dont on l'utilise, parce qu'on peut vite oublier son corps, justement. On est happé, on est absorbé par notre ouvrage, et quand on en sort, là d'un coup, le corps se rappelle à nous. Et en même temps, c'est aussi parce que j'oubliais mon corps que je jetais mon énergie sur l'outil. L'écran m'obligeait à mettre une certaine énergie dans le dessin. Et par ce biais-là, quelque part, jaillissait le mouvement de mes fillettes. Je crois qu'il faut se soumettre à certaines lois pour pouvoir trouver sa place, trouver son espace de création. Il y a des contraintes qu'on choisit d'embrasser
Et à partir du moment où on se soumet, il y a quelque chose de, je sais pas, j'aurais presque envie de dire de sacré en fait, qui peut en sortir. C'est très immersif. Et en même temps, il faut être aussi capable d'en sortir pour revenir à la vie réelle. Des fois, tu sais pas ce qui va sortir. Tu te mets devant l'écran d'épingle et tu sais pas si tu vas faire une fenêtre ou un rideau ou une tasse ou une brume. Tu sais pas. Juste, tu te mets devant et tu commences et puis l'intelligence est éteinte. Et c'est le corps qui parle et c'est l'œil qui décèle des choses mais qui va rien envoyer au cerveau. Juste, tu fais un chemin, t'avances en tant qu'être humain face à une matière et t'engages tout ton corps. Et puis tu te réveilles 3 jours après, t'as fait un plan. Et voilà. Et ce plan, tu pourras le recréer avec l'intelligence artificielle. Mais je suis pas certaine que tu peux le penser avant, tu vois, le faire naître du néant. D'accord, il y a un résultat, mais il n'y a pas d'acte de création en amont. Et la création, c'est ça, c'est le rapport d'un artiste avec un instrument, avec un objet, avec un médium. Et l'écran d'épingle, c'est ça. Si je vois un film de Michel Lemieux, ce que je vois, c'est que Michel Lemieux me parle d'une technique et elle fait surgir des émotions de cette technique-là. Et c'est ce qui m'intéresse, moi. Donc, c'est ça l'intérêt pour moi de l'écran d'épingle. Quand tu fais des images avec l'intelligence artificielle, c'est difficile de faire laid parce que les outils veulent faire beau. et c'est toujours cette recherche d'une perfection. C'est difficile de s'en éloigner. Si on me propose la même apparence, mais sans les contraintes, sans le procédé, bien, ça m'intéresse moins parce que je sais que ce dont j'ai besoin personnellement pour être véritablement créative, c'est d'être en danger. C'est directement relié au fait que les choses se produisent sous les yeux et qu'elles ont une physicalité. Et si on m'enlève cette physicalité-là et qu'on me donne que l'apparence, ben j'ai plus le même intérêt. Je pense que la liberté, en fait, elle vient de la contrainte et que toutes ces contraintes dont on voudrait se libérer, se décharger en se disant que ça va être plus facile de faire autrement, pour moi, c'est pas par la facilité qu'on arrive à créer. On donne de soi par le geste, en fait. Il faut aussi donner de soi physiquement. Et j'ai du mal à croire que ça, on puisse le faire avec une souris, une palette graphique ou un écran de pixels. Maintenant qu'il y a plus qu'un écran qui peut fonctionner, je ne voudrais pas que ça demeure trop fermé sur lui-même, que ça soit trop une curiosité. J'aimerais que ça soit plus courant. Dans le fond, c'est un instrument, puis il peut servir à d'autres. Surtout avant de mettre de la couleur, il faut qu'on se mette tout d'accord pour faire un corps et les jambes vers l'avant. Du coup, vous voulez faire que genre il se rapproche en même temps? Ouais, là, il va monter. Ben, ouais, on n'a qu'à prendre une photo. C'est un réceptacle qui nous permet d'aller fouiller, que ce soit dans notre psychologie profonde, que ce soit dans nos souvenirs. Et ça, c'est pas de la magie pure et c'est pas ésotérique, c'est le procédé. C'est le procédé de travail, c'est le fait qu'on est obligé de lâcher prise.